courageux comme les rusés, les nobles périrent dans une bataille sans merci contre le mal, et ce fut leur dernier jour, etc. On a Ragnarok, et de nouveaux dieux vont émerger, tout comme dans la mythologie nordique, des dieux différents. Et c'est de ces dieux-là que Kirby racontera les aventures chez les lecteurs contemporains. Mais on est là dans la fin, quelque part, il raconte la fin de sa série Thor au début des Mythos pour repartir faire place nette et inventer une nouvelle mythologie, des nouveaux rapports de force entre le bien et le mal, etc. Donc la fin du monde ne se produit jamais, mais quand même, dans les comics, les super-héros sont censés le sauver, mais parfois ils ne doivent leur existence qu'à la fin du monde. Dans les années 80 d'ailleurs, cette histoire de monde parallèle que j'avais évoqué tout à l'heure avec les héros des années 40 et les héros des années 50 va générer quelque chose de tellement compliqué que les éditeurs d'ici vont dire un peu faire le ménage là-dedans, c'est trop compliqué, on va tout regrouper sur une seule planète et on va détruire toutes les autres. Parce que là, on n'y arrive pas d'un trait plus. On fait 12 épisodes où ça castagne à fond, des grands méchants énormes qui détruisent des planètes, ou des héros qui restent. Et donc là, on a une belle image de petite descente de camp piétale avec Superman tenant pour montrer qu'il y a du drame. Là, il se passe vraiment des choses. Et ce sont des épisodes qui sont restés qui sont restés une date dans l'histoire des comics, parce que là, ça y est, on a vu y passer un certain nombre de personnages. Alors que normalement, les super-héros ne meurent pas beaucoup, ou pas longtemps. Parfois aussi, la puissance des héros est telle qu'elle peut générer des catastrophes. Dans les X-Men, la jeune Jean Grey se retrouve devant un pouvoir tellement énorme qu'elle finit par ne plus pouvoir le contrôler et qu'elle déclenche des catastrophes. Cette image-là est intéressante, le titre, qui montre un héros qui va basculer et provoquer des catastrophes. Elle va montrer que tous ces héros sont interconnectés aussi. Ça se passe dans les X-Men, mais ça va avoir des conséquences dans les 4 Fantastiques, dans le Marinier, dans Doctor Strange, dans le Surfeur d'Argent. Donc c'est un énorme univers qui constitue les auteurs de super-héros. Il y a même plusieurs univers, parce que normalement, les personnages comme Batman et Superman ne rencontrent pas les 4 Fantastiques, puisque chaque éditeur est propriétaire de son petit univers. Il y a encore une scène de Pietà où on montre les comics de super-héros fonctionnent sur le drame, sur le plus grande nature. Quand un dieu peut mourir, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, on s'apercevra aussi qu'il n'était pas très gravement mort, qu'il reviendra à l'épisode suivant, mais ça fait partie des choses qui sont très. Ce sens du drame démesuré, un peu shakespearien, surtout dans Thor, où Stanley s'ingénie à écrire dans un faux Shakespeare, un petit peu entouré et qui fait parler les dieux. C'est très dur à traduire. J'en sais quelque chose. Donc ça fait partie du côté démesuré du genre super-héros, de ce côté leader d'un life qui en fait le charme, tout le côté cathartique, tout le côté littérature d'évasion. D'être confronté à des enjeux monstrueux et à l'inverse à des réponses complètement démesurées. Il y a un petit phénomène mythique dont le cinéma use et abuse actuellement, qui est le voyage du héros. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le voyage du héros, mais c'est en fait dans les années 60-70, un spécialiste des mythologies, M. Campbell, s'est aperçu que dans pas mal de mythes de tous les pays, chez les Mayas, chez les Grecs, chez les Nordiques, chez les Japonais, on retrouvait toujours une légende un petit peu similaire, avec un héros inconscient de ses pouvoirs, qui va à un moment arriver à un seuil où son univers personnel, son univers banal va s'écrouler. Il va devoir partir en quête, il va devoir apprendre à se servir de ses pouvoirs, trouver un mentor qu'il va perdre, trouver des outils, trouver des compagnons, affronter le mal et affronter sa part d'ombre intérieure, et finalement sauver ou reconstruire son monde et s'assumer comme héros de son peuple, de son monde, etc. C'est cette analyse croisée de plusieurs mythes, il a réuni dans un ouvrage qui s'appelle, alors suivant les éditions, Les héros sont éternels, ou Le héros au visage. Et ce livre va tomber un peu dans les pattes du producteur hollywoodien
Le premier à s'en servir consciemment, ça va être George Lucas qui va l'utiliser pour Star Wars. On est exactement sur la trilogie Star Wars, exactement ce schéma-là, qui va être utilisé dans tous les histoires un peu à valeur initiatique, parce que c'était tout un peu avec le roi Arthur et Merlin. Merlin disparaît à un moment en laissant Arthur seul face à ses responsabilités. Il va falloir qu'Arthur trouve le moyen de sauver son royaume. On le retrouve dans énormément de films, et ça va être à un moment dans les années 90, un monsieur qui s'appelle Vogler, Chris Vogler, qui a travaillé sur le Roi Lion, qui a appliqué cette méthode au dessin animé Roi Lion chez Disney, va en faire un résumé circulaire qui va beaucoup circuler à Hollywood, comme tout circulaire de son, sur la manière d'utiliser ça en scénario. C'est une catastrophe parce que du coup, beaucoup de scénaristes hollywoodiens utilisent cette méthode. Dès qu'il y a un truc un peu héroïque, un petit peu épique, on va utiliser le voyage du héros pour donner un côté énormément épique. Ça a donné par exemple un film qui avait tout pour me plaire, qui était Solomon Kane, tiré de l'œuvre de Robert Howard, le créateur de Conan le Barbare, où on applique ça à un personnage qui n'en avait nullement besoin. Solomon Kane était un personnage très noir qui surgit de la nuit pour combattre le mal. C'est un fanatique puritain de l'époque élisabéthaine qui combat fanatiquement tout ce qu'il voit comme étant le mal, alors qu'il a un regard un peu biaisé et qui surgit de la nuit pour y retourner. Lui donner des origines, expliquer pourquoi il est devenu comme ça, etc., c'est casser le personnage. Tous les auteurs vont l'utiliser plus ou moins efficacement dans le domaine du film de super-héros. Dans les Gardiens de la Galaxie, ça marche plutôt pas mal, mais c'est distancié. Dans Iron Man, c'est une chaîne aussi. Ça pose un problème. On se dirait que c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait fonctionnel dans le cadre des super-héros. Ça se heurte à un tout petit problème. On va expliciter là. Donc, parmi les passages obligés de ce récit, il y a le passage du seuil, dans un épisode de Dr. Strange, de ces univers psychédéliques qui doit traverser une porte gardée par un géant. C'est quelque chose qu'on trouve tout à fait dans ce genre d'histoire. Et l'histoire de Dr. Strange, au départ, quand elle est écrite par Stanley Stitico, s'apparente à un voyage du héros de cette sorte. Le héros peut être confronté au découragement, peut être confronté à ses démons intérieurs. Là, on parlait de Tony Stark et de son talent d'Achille. Tony Stark devient un semi-clochard, il était milliardaire, marchand d'armes, il devient un semi-clochard à la rue, ses amis en viennent même à lui tourner le dos parce qu'il estime irrécupérable. Il va se relever, il va revenir, se réapproprier ses pouvoirs, ses armes, etc. Ça fait partie de ce côté initiatique. On retrouve encore Tony Stark, qui de playboy milliardaire est devenu une espèce de clochard alcoolique. On voit le jeune Peter Parker, alias l'araignée, se débarrasser de son costume en disant voilà, c'est une catastrophe, ça me pourrit la vie, je n'arrive à rien. Il se débarrasse de son costume, ça ne durera pas très longtemps. Il y a pas de super-héros. Captain America à l'époque du Watergate, tellement dégoûté de représenter une Amérique dans laquelle il ne se reconnaît plus, et abandonne aussi le costume pendant quelques minutes. Bruce Wayne aussi abandonne le costume de Batman pendant un temps, pour des raisons un peu plus, c'est moins des raisons intérieures, c'est qu'il n'est quand même pas en état de continuer. Les épreuves du héros peuvent passer par la perte des pouvoirs. Je parlais de Wayne Simonson sur Thor. À un moment donné, il va jouer avec le personnage de Don Blake, l'identité humaine de Thor. Pour la petite histoire, Thor est quelqu'un d'énorme. Don Blake est un médecin souffreteux qui marche avec une canne. C'est un peu Dr House, mais en gentil. Ce qui fait que chaque fois que je vois un épisode de Dr House, je me dis, mais quand Dr House tape sur sa canne, est-ce qu'il se transforme en Loki? Est-ce que Dr Blake se transforme en Thor? J'ai jamais eu la réponse dans la série. Un jour, j'aimerais que les scénaristes m'explicitent ce point-là. Donc il peut perdre ses pouvoirs. Là, Thor a perdu son marteau magique, sa canne marteau magique, et il invoque son père, mais il est trop tard. Seul le vent et la pluie lui répondent. Il va passer un certain temps pour reconquérir sa propre identité. Parfois, le héros peut carrément mourir. Pareil, ça dure, on a parlé, Superman est resté mort pendant à peu près un an, et puis il va revenir plus fort qu'avant. Un auteur va vraiment jouer avec ça, c'est Frank Miller, dont on parlait tout à l'heure, sur le personnage de Daredevil. Il va dans une histoire qui s'appelle Born Again, donc la Renaissance, qui aux États-Unis a en plus l'expression une valeur supplémentaire qui est très utilisée dans les milieux religieux américains. Une variante du protestantisme américain, on l'emploie énormément pour la conversion. Le personnage de Daredevil qui est un avocat célèbre mais aveugle, c'est son talon d'Achille posé par Stanley à l'origine, va se retrouver son identité
va être dévoilé un de ses pires ennemis qui, n'arrivant pas à détruire Daredevil, va détruire son alter ego, Matt Murdock. Il va être radié du barreau, sa maison va être plastiquée, lui-même va voir le fisc va saisir tous ses comptes en banque. Il va vivre une véritable descente aux enfers dont il risque évidemment de ne pas sortir. Et là, le côté effectivement religieux est complètement marqué par même la structure de la page donne ce côté crucifixion, descente de croix du personnage. Il va, à partir du moment où il descend de croix, il ne peut que renaître, et ça montre le passage, justement, après ce passage d'épreuve, ce passage de seuil, le personnage ne peut que renaître, réacquérir son costume, ses pouvoirs, sa prestance, et mettre de l'ordre dans sa vie. Et là, je disais qu'il y avait un problème avec le voyage du héros quand on l'utilise dans un feuilleton de super-héros, c'est que là, Born Again, ça dure 7 épisodes qui sont vraiment des sommets de la série Daredevil, c'est quand même très très bon. En plus, magnifiquement dessiné par David Mazzucchelli, qui est un très naturaliste, absolument très élégant, et les deux mêmes auteurs font des miracles aussi en racontant les origines de Batman quelques années plus tard. Le problème, c'est qu'une fois que les auteurs s'en vont, ils ont fini leur contrat sur Daredevil, d'autres auteurs vont prendre la suite. Ils font quoi, les auteurs derrière? C'est que là, en plus, Daredevil, dernière case de l'aventure, il a tellement grandi, il a tellement mûri qu'il n'a même plus besoin, pour être un homme, un vrai, un héros, il n'a plus besoin de son costume, il n'a plus besoin de ses pouvoirs, il peut devenir, il peut poursuivre sa vie. Sauf que les auteurs qui arrivent le mois suivant pour raconter la suite des aventures sont bien embêtés et sont amenés à ressortir les méchants, à ressortir les costumes, à ressortir les... Donc le voyage du héros fonctionne très bien, mais de façon très partielle, c'est-à-dire qu'il peut être intégré aux origines du héros. C'est le cas dans Batman, par exemple, qui va vivre un traumatisme et qui va sortir grandi. Mais c'est sur une série qui va se dérouler sur tous les mois, pendant des années. Superman depuis 19discontinué, depuis 1938, Batman depuis 1939, les X-Men depuis 1963, les 4 Fantastiques depuis 1961. Ça devient un peu dur, on ne peut pas faire le coup toutes les semaines. Par contre, au cinéma, ça marche très bien. Vous voyez, dans le premier film d'Iron Man, fonctionne exactement selon cette logique-là. La trilogie de Batman par Christopher Nolan fonctionne sur cette logique-là, et Nolan en plus est un malin, il a compris que dans Batman, le héros qui vit le voyage du héros est un héros solaire, qui ressuscite pour ressortir le grand début. Batman n'est pas un héros solaire. Donc il va tricher, puisque c'est un héros noir, un héros de la nuit. On va tricher avec le voyage du héros, et le mentor, par exemple, sera un mentor maléfique. Et là, la perte du mentor sera aussi le dépassement du mauvais conditionnement par le mentor. Les épreuves seront d'une nature différente, mais ce qui se passe aussi dans la trilogie de Nolan, c'est la même chose que là. À la fin de la trilogie, en permettant à Bruce Wayne de s'accomplir complètement en tant qu'être humain, Christopher Nolan a cassé Batman. On ne peut pas faire de suite à la trilogie Batman sans changer de personnage. Bruce Wayne est en Italie en train de siroter du Chianti avec Catwoman. Il a fallu le film montre que quelqu'un d'autre doit reprendre la cape et les oreilles, parce que sinon ça ne marche plus, sinon l'histoire est terminée. Les héros sortent de mythes, enfin vont plonger leurs racines dans des mythologies. Ils deviennent eux-mêmes, à force, une mythologie. Tout le monde connaît beaucoup les symboles associés à Superman, son puçon, sa mèche, son slip rouge, sa manière de voler, sa planète qui explose, etc. Même quand on ne connaît pas particulièrement le personnage, on sait à peu près, on a quelques notions de ça. Et ces héros qui viennent des légendes, ça peut devenir aussi un des moteurs du récit. Quand je parlais d'une forme de narration qui a conscience d'elle-même, c'est exactement ce qui se passe dans les comics américains. Il y a une série qui s'appelle Legends, où un méchant décide d'attaquer les héros par leur légende. Plutôt que de les attaquer physiquement, il va détruire leur légende pour saper le fondement de leur légitimité. Et ça fonctionne très bien. Et inversement, ça aussi, c'est pas sa place, mais c'est pas grave, on va revenir après. Ça c'est pas grave. Inversement, quand on se projette dans le futur des héros, puisque l'avantage, on parlait que les auteurs de science-fiction ont beaucoup écrit de super-héros, on peut se projeter dans le futur.
Et bien dans un futur lointain, par exemple dans les aventures de Tiamandi, c'est la planète des singes, là encore recyclage clair et net, la planète des singes, sauf qu'en plus des singes, on a des tigres, des loups, etc. On se passe après. Et puisque la Terre, l'humanité a disparu, ces héros ont disparu avec. Et Tiamandi, dans ce monde détruit, qui est donc un monde qui ressemble beaucoup à celui de la planète des singes, va découvrir des traces du monde passé, donc des anciens buildings, des courants des buildings, des gens qui se battent pour tenter de sauver le monde, qui échouent. Et les reliques des héros qui sont vénérées par les populations sauvages de cette époque-là. Et quelque part, on est dans ce processus de mythification du héros et de reconstruction, puisque quelque part, Tiamandi lui aussi doit assumer un rôle de héros civilisateur dans cette ère sauvage. Et donc les héros qui deviennent modèles, même quand ils ne sont plus là, deviennent modèles de la suite. Et ça, c'est typique. C'est complètement typique des héros mythologiques qui sont là pour ça. Quand les Thébains se racontent les aventures d'Hercule, ils savent très bien qu'Hercule n'est plus là. Quand les habitants d'Ithaque se racontent les aventures d'Ulysse, et même quand tous les Grecs finissent par se passionner pour les aventures d'Ulysse, on sait très bien que quand Homère écrit l'Odyssée, les aventures d'Ulysse sont censées être terminées depuis 400 ans. Et marquer d'ailleurs la fin, la mort d'Ulysse sur une plage, tué par son fils bâtard, exactement comme Arthur meurt sur une plage tué par son fils bâtard, marque la fin de l'âge des héros, comme la mort d'Arthur marque la fin de l'âge des héros médiévaux. Donc. Et que ce soit dans le cas des auteurs de romans arthuriens ou dans le cas d'Homère, on se situe toujours dans la période d'après. C'est dans le passé, c'était comme ça, et du passé nous surgissent des modèles. Donc c'est un peu ce qui se passe dans le cadre de Tiamandi et de Superman. Du coup, ces héros vont aussi se mythifier selon des critères un peu différents. Il y a deux images qui montrent bien que, quelque part, même si c'est des héros qui sont égaux par l'importance dans le genre, égaux par la popularité, même si Batman est souvent un peu plus apprécié que Superman, on a deux personnages qui fonctionnent. Superman est un héros solaire, un héros souriant, un héros qui va chercher le meilleur en l'homme, qui va toujours trouver des solutions qui sembleront les meilleures et les plus humaines. Batman est un spectre vengeur qui se costume pour faire peur aux criminels. Donc on est dans une approche deux approches philosophiques très différentes qui montrent que le comics de super-héros n'est pas monolithique de ce point de vue-là. On a deux visions du monde qui s'affrontent, une vision solaire, une vision nocturne, une vision un peu rousseauiste et puis une vision un peu plus injuste quelque part. Et que ça, cette ligne de force qui existe déjà entre Doc Savage et Shadow traverse complètement le genre tout entier. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les X-Men avec l'opposition entre Xavier et Magneto. Opposition non pas sur le fond du combat. Les personnages se retrouvent ensemble assez souvent à combattre les mêmes adversaires, mais sur la manière d'y parvenir, sur la vision du combat. Ça peut amener d'ailleurs à des confrontations un petit peu plus musclées entre les deux personnages. Ça, c'est encore Frank Miller, justement, quand il réinvente Batman dans les années 80, ça se termine comme ça. Mais le personnage de Batman, alors que Superman peut devenir un modèle pour les générations futures, le personnage de Batman, dans ses propres aventures, est considéré par une partie des habitants de sa ville comme une espèce de légende urbaine, comme un croque-mitaine pour faire peur aux petits-enfants. Donc la mythification joue aussi de cette façon-là. Ça aussi, Nolan, vous allez bien voir dans le Dark Knight Rises, où des années après la disparition de Batman, des gens utilisent encore comme signe de reconnaissance la chauve-souris pour montrer qu'on continue à combattre les méchants. Dans les héros deviennent leur propre mythologie. Dans ces univers-là, du coup, on va aussi créer une cosmogonie. L'origine de l'univers, dans les Payne Club, il y a des origines de pas mal de choses. On va créer aussi des entités. Les héros sont des héros non pas mythiques, mais épiques. La mythologie vient après. La mythologie, c'est le domaine des dieux. Dans la mythologie grecque, par exemple, il y a en fait une coupure nette entre les mythes, Zeus, Créance aussi, etc., et les épopées des héros. On va se retrouver à construire, les auteurs de comics vont se retrouver assez
assez vite à fabriquer des dieux. Alors Jack Kirby, aujourd'hui, doit savoir, c'est pas lui qui dessine cette case-là, c'est John Buscema, mais il va inventer donc le Galactus, le dévoreur de planètes, un dieu négatif qui crée le surfeur d'argent, personnage extrêmement colossal, extrêmement impressionnant, extrêmement incarné aussi. Il mange, même s'il mange par des moyens ineffables, c'est un personnage extrêmement incarné. D'un côté, Steve Ditko dans Doctor Strange va créer des divinités aussi, mais qui sont plus éthérées, qui sont des représentations de l'univers, des représentations symboliques. Qui sont, ça correspond aussi à des visions très opposées de ce que doit être la divinité, de ce que doit être le héros. Et les Kirby et Ditko sont très opposés d'ailleurs dans leur manière de concevoir l'héroïsme. Les 4 Fantastiques n'ont pas grand-chose à voir avec Spider-Man, par exemple, sur ce point. Il a créé des choses plus éthérées, mais qui vont se retrouver dans les mêmes aventures, quand on va avoir de grandes confrontations cosmiques, et ça, on parlait de Crisis tout à l'heure chez Marvel, il va y avoir aussi des espèces de grandes conflagrations qui risquent de détruire tout l'univers, et là on convoque toutes les divinités étranges et un peu baroques de cet univers-là, dont Galactus, dont les Célestiaux, dont les Gardiens, dont l'éternité, etc. Dont le tribunal vivant, des trucs parfois un petit peu abstraits. Dans les New Gods, Kirby va créer alors là c'est un dessin plus récent, mais Darkseid, le méchant de New Gods, est vraiment le mal incarné, et c'est un mal justement très incarné. Le monde que veut créer Darkseid, c'est un monde d'utilitarisme forcené, c'est un monde d'usine où chacun doit être à sa place, être un rouage de la machine, un monde où l'initiative, le rêve n'ont plus leur place. C'est quelque part, c'est le diable idéal pour notre époque, d'une certaine façon. Les super-héros sont là, sont une part de rêve, ils sont là pour combattre ça. Donc il y a une mythologie, Kirby aime bien créer une mythologie, et justement son vitalisme s'oppose à ce genre de personnages. Le mal absolu pour Kirby, c'est Darkseid, c'est cet utilitarisme forcené, cette négation du rêve. Il va créer, en opposition à Darkseid, des personnages beaucoup plus positifs, un petit peu hippie d'ailleurs sur le mort. Le monde n'était pas un soldat, n'était pas hippie, mais des personnages qui ont ce côté, cette part de rêve. Dans Darkseid va tellement marqué qu'en face, chez Marvel, on va créer aussi Thanos, l'amant de la mort, un personnage absolument aussi effrayant. Des personnages très impressionnants qu'on trouve d'ailleurs dans les films les Gardiens des Galaxies, c'est un méchant absolu tout à fait intéressant aussi. Il va créer aussi, puisqu'il a créé des destructeurs de l'univers, il va créer aussi des créateurs de l'univers, les Celestials, qui amènent la vie sur la planète. Des dieux créateurs, mais qui peuvent aussi être extrêmement dangereux, puisqu'ils peuvent, s'ils sont insatisfaits de leur création, ils peuvent varier de la carte. C'est la vieille histoire de Dieu et du déluge. Les super-héros vont se créer comme mythe, et l'univers des super-héros va générer aussi toute une mythologie propre, une mythologie qui lui est propre, et qui va architecturer ces univers-là. Le but étant, si mon image tourne bien, voilà, sur la couverture de New Gods, c'était le projet de Kirby quand il crée New Gods, c'est de créer une épopée pour notre époque, une épopée à la hauteur des enjeux de notre époque. Donc il y a un méchant comme Darkseid, il est tout à fait dedans, mais qui est dans les années 70, c'est une volonté partagée par d'autres. Quand on demande à George Lucas pourquoi il fait Star Wars, il cherche à créer exactement la même chose. Des contes, des mythes, pour adapter à notre temps. Et ce que fait J.R. Tolkien quand il crée Le Seigneur des Anneaux, dans lequel on peut voir une mythification, une reconstruction mythique de la Deuxième Guerre mondiale face au mode de vie anglais et hors de Hitler d'un côté qui menace le mode de vie de l'Angleterre profonde. On est dans la construction de mythes contemporains, même s'ils vont tirer leurs racines dans des choses très lointaines. Tolkien était proclamateur et grand étudiant de choses aussi peu connues, aussi pointues que le Kalevala filon, donc il a tiré une partie de sa matière. On est dans la construction, dans une époque un peu désenchantée qui cherche à se reconstruire des mythes. Les super-héros sont un de ces mythes, comme le cow-boy à son époque était un de ces mythes. Il faut savoir que le cow-boy, tel qu'on le voit dans les films, n'a quasiment jamais existé. C'est une invention du Buffalo Bill quand il crée le Wild West Show. Les cow-boys ne portaient pas de Fred Stetson, ne se battaient pas aussi haut. Quand on faisait un spectacle, comme le faisait Buffalo Bill, il fallait assurer le spectacle. Les super-héros, c'est pareil, c'est une mythologie de notre temps.
Et donc je laisse le dernier mot, comme j'ai laissé le premier mot pas, à notre ami Superman, qu'on aura beaucoup mis à contribution ce soir. Et c'est la fin de notre petit voyage dans cette mythologie de notre temps. Et si vous avez des questions, je vous ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà. Merci. Quelqu'un a des questions? Oui. D'abord, merci de cette conférence très instructive. Tu parlais du côté, d'une certaine référence. Il y a une référence aussi qui est assez assumée, c'est le Christ. Ah, le côté christique, oui, c'est tout à fait. Des héros, le côté paria, ce qui faisait par exemple, tu parlais du talon Achille, l'alcoolisme de Tony Stark. Par exemple, les X-Men, c'est des parias par excellence. Oui, tout à fait. Mais ça, nous l'avons, la conférence est déjà assez longue, on ne pouvait pas tout évoquer, mais effectivement, le côté christique est très marqué, entre autres dans Superman. Enfin, le côté mosaïque, dans Superman, c'est Moïse aussi, d'une certaine façon. Le sauveur qu'on envoie dans sa corbeille sur les flots, c'est la base aussi de Superman. Le côté où on se sacrifie pour sauver les autres, c'est très christique, et ça se retrouve très régulièrement. On le voyait aussi d'ailleurs dans ce côté très, très prenant chez Matt Murdock, qui est un des super-héros qui se revendique complètement comme étant chrétien d'ailleurs. Matt Murdock est irlandais, catholique, et ça se retrouve dans ses aventures. Tout comme Diablo dans les X-Men, qui même envisage de devenir prêtre. Je crois qu'il le devient d'ailleurs brillamment. Bon, et comme d'autres héros vont avoir des confessions comme Kitty Pryde et Ben Grimm qui sont juifs, ou d'autres qui vont être protestants, etc. Par exemple, Bruce Wayne, on ne peut pas l'imaginer autrement que protestant à l'américaine. C'est de bonne famille de Wasp de la côte Est. Il ne peut être que protestant, même si ce n'est pas évoqué directement ou rarement évoqué dans les histoires. Mais le côté christique, oui, le côté sacrifice, est tout à fait, le héros qui se sacrifie, on le voyait dans le film Avengers avec Iron Man qui se réalise aussi en se sacrifiant, en abandonnant son égoïsme foncier et est prêt à se sacrifier pour sauver ses collègues. Et qui en sort d'ailleurs très choqué. S'il ne se connaissait pas, il ne se reconnaît plus après. Mais ça fait partie d'autres, de tout un jus éthique, esthétique dans lequel baignent les auteurs et qui se retrouvent énormément. Je donnais la métaphore de l'éponge, c'est exactement ça. Le premier book est une espèce d'énorme éponge, et pas seulement par le fait de ce papier journal un peu épais, c'est une véritable éponge qui va réinventer pas mal de choses. En l'histoire des couleurs, le vert de Hulk, oui, il était gris au départ. C'est une erreur d'impression, justement. Le Hulk au départ était gris, effectivement, ça n'en est pas tellement. Et il y a une erreur d'impression au deuxième ou au troisième numéro, où le truc il sort vert sur tout le tirage. Et là, les auteurs font « Ah, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie le tirage ?» Et ils font « Non, le vert, c'est pas mal, en fait. » Et puis, ça se voit mieux. Effectivement, on retombe sur ce problème de visibilité des personnages, et là, il va rester vert jusqu'à ce que l'évolution du papier, que dans les années 80, on imprime à nouveau, on imprime sur un papier nettement meilleur, et là, on peut se permettre des jeux de couleurs qu'on n'avait pas avant. Et pendant un temps, les auteurs s'amusent à rendre Hulk gris à nouveau. Bon, récemment, il était rouge. On joue beaucoup, ils vont beaucoup jouer aussi sur ces points de couleurs. Mais Hulk, au départ, est gris. Et c'est vraiment un accident qui n'a rien à voir avec l'histoire elle-même qui va le rendre vert. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des liens à la radioactivité par les X-Men ou pareil? Ah bah la radioactivité dans les années 60 et la baguette magique à tout faire. Dans les années 40, on ne savait pas trop, le Green Lantern des années 40 trouve une balle magique en Chine et puis ça marche, donc il va faire des choses. Beaucoup de héros des années 40 ont des pouvoirs qui leur tombent un peu du ciel. Le petit Billy Batson avec le magicien qui lui donne le mot magique, etc. Dans les années 60, cherchant un peu plus de réalisme, de prise de phase avec la réalité de son époque, on commence à s'inquiéter des effets du nucléaire. Les gens s'aperçoivent par exemple que les tests nucléaires faits au Nevada, et que les gens allaient voir les gens monter sur les toits des hôtels de Las Vegas avec des lunettes pour regarder les explosions atomiques de l'armée américaine, dans les années 60, on s'est aperçu que ce n'était pas une bonne idée tout ça, que l'atome avait un côté inquiétant. Et la radioactivité, du coup, comme tout le monde en parle, ça devient la baguette magique à tout faire. Stanley veut user et abuser. Elle est derrière Daredevil, elle est derrière Spider-Man, elle est derrière les X-Men. Mais c'est quelque part, ça reste dans
Stanley n'a strictement aucune culture scientifique. Il faut voir quand il écrit Ray Richards, le plus grand savant du monde, expliquer des concepts scientifiques. Moi j'adore parce que c'est de la poésie pure, et ça ne se raccroche à rien de connu en termes de science, hein, ça je peux vous le garantir. Et ça devient un langage en soi. Et pour lui, la radioactivité devient l'astuce commode. Dans les années 90 et 2000, ce sera les manipulations génétiques, par exemple les OGM, et d'ailleurs le Hulk des films, c'est plus ou moins de la génétique, et d'ailleurs je crois aussi pour Spider-Man dans les films de Sam Raimi, on est plus dans les manipulations génétiques, les OGM, parce qu'ils ont remplacé la radioactivité comme grand croque-mitaine de notre époque, et donc comme truc un peu dangereux, un peu inquiétant, qui peut avoir des résultats étranges. Et les comics ont toujours besoin, et d'ailleurs les formes de littérature populaire ont toujours besoin de ce genre de baguette magique comme élément déclencheur. Et bon, de la même manière que le fait que Superman, pendant très longtemps, que Superman soit d'origine extraterrestre, n'est pas exploité dans les BD. C'est un moment où justement des auteurs comme Edmond Hamilton, des auteurs de science-fiction, qui disent ce serait intéressant de voir à quoi ressemble la planète de Superman. On est déjà au début des années 50, ça fait 12 ou 13 ans qu'il existe, on sait que la planète existe, on connaissait son nom, mais savoir à quoi elle ressemblait, c'est quelque chose que les auteurs vont creuser un moment justement pour renouveler la série. Mais le fait que Superman vienne d'ailleurs était tout à fait du même ordre de baguette magique narrative, d'astuce qui permet de justifier le fait qu'il ait des pouvoirs. C'est intéressant sur les OGM parce qu'il y a les X-Men Ultimate sont liés aux OGM. Oui, c'est parce qu'on réinterprète par rapport au. Là, je parlais de Darkseid comme mythologie médiatique dans notre temps, mais il y a effectivement des mythes. Les OGM existent réellement, mais la façon dont on les perçoit, en bien ou en mal d'ailleurs, est souvent déconnectée, les gens manquant quand même pas mal de culture scientifique. Et les gouvernants ne cherchant pas non plus toujours à expliquer en termes clairs les vrais enjeux des choses, ça se part de mystère, donc ça devient une mythologie en soi. Le nucléaire, c'est pareil, enfin, tout ce qui va être frappé du sceau du nucléaire, quelle que soit la technologie, va être d'un côté combattu par les écologistes, parfois pour des motifs tout à fait solides, parfois pour des motifs un peu irrationnels, et ça va être défendu bâti-ongle par des économistes ou par des gens qui voient une réponse à d'autres problèmes, qui sont les problèmes de pétrole, qui sont les problèmes de gaz carbonique. Donc du coup, il y a des cristallisations qui font que l'on s'éloigne de la réalité nuancée des choses. Ce processus de mythification, il est à l'œuvre dans toutes les sociétés tout le temps. La mythification de la bagnole dans les années 60, avec des films comme American Graffiti, ça relève des mêmes mécanismes. Si on prend un élément, on en fait une icône, et c'est les mêmes mécanismes qu'on voit à l'œuvre dans les super-héros. Le super-héros, il va toujours exister dans l'inconscient collectif. Oui. Il n'avait juste pas le même nom, c'était Lancelot. Voilà. Pas les mêmes noms et pas les mêmes. Pas le même costume. Voilà, les mêmes représentations. Mais les mêmes règles vont s'appliquer, effectivement, les mêmes règles de fonctionnement s'appliquent, que ce soit effectivement sur Achille, sur Ulysse. Ulysse a un super pouvoir. Sur les contes sumériens, sur les contes. Oui, Enkidu. Je parlais de la rencontre des héros qui vont se mettre ensemble pour lutter contre une menace plus grande. Gilgamesh et Enkidu, c'est peut-être le récit grand empereur le plus ancien qu'on a à notre disposition. Ce sont deux personnages qui tout opposent, un peu comme Superman et Batman. D'ailleurs, l'un qui est un sauvage, l'autre qui est extrêmement civilisé, qui vont être dans une opposition frontale, et puis qui vont s'apercevoir que leur ressemblance dépasse leur différence, et vont accomplir des exploits fabuleux. Dont ils auraient été incapables séparément. Bon, et du coup, il va y avoir ce côté hubris, même si ça ne s'appelle pas comme ça chez les Sumériens, où les dieux finissent par les en punir, parce qu'ils ont atteint un niveau divin, et ils vont châtier Enkidu en le rendant malade, et du coup, la quête de Gilgamesh, il y aura un traumatisme fondateur chez Gilgamesh comme chez les autres super-héros. Voyant son ami mort, il va partir dans une grande quête qui est le cœur du récit de l'épopée de Gilgamesh, où il va tenter de conquérir l'immortalité. Ce qui est très intéressant d'ailleurs aussi, dans l'épopée de Gilgamesh, c'est qu'il échoue dans sa quête. Mais en échouant dans sa quête, il en sort grandi, plus humain, meilleur. Il est un meilleur roi en rejoignant sa quête qu'il en était en partant.
Et là aussi, on est dans ce cycle de voyage du héros qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on est sur des mécaniques narratives qui n'ont pas bougé, qui sont des invariants même psychologiques, qui sont verrouillés dans la psychologie humaine parce qu'on est comme ça, et qu'on va retrouver à Sumer, chez les Mayas, dans le cadre du monde, chez les Japonais, en Inde. Ça a été très. La mythologie hindoue a été pas mal décortiquée, justement, mise en relation avec la mythologie grecque et celtique. On voit bien qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Que, effectivement, quel que soit le nom qu'on donne à ces dieux-là, quel que soit le nom qu'on donne à ces héros-là, ils fonctionneront toujours sur les mêmes règles. Avec quelques petites nuances. Je parlais du fait que le super-héros est à la base un comics de 22 pages mensuelles. Bien évidemment, le mythe continue toujours, alors que, par exemple, dans le cadre de l'Odyssée, le mythe est un bloc bouclé qu'on comprend comme tel. C'est un peu plus compliqué dans le cadre du super-héros parce qu'il y a une logique industrielle qui se met derrière. Vous avez parlé du fait qu'ils reviennent souvent aux origines, oui, mais pas du fait qu'ils essayent assez régulièrement de montrer des futurs bien souvent catastrophiques qui n'arriveront jamais parce que je me rappelle encore de certains comics où des choses devaient arriver en 2000 ou autre. Le X-Men sorti récemment, les Days of Future Past, ça se passe en 2013, je crois, dans le comics. Le futur horrible que décrivent les auteurs dans les années. On est quand 70-80. Ouais, ça doit être 79 ou 81, je ne sais plus. C'est 2013. Bon, le film sort précisément au moment où, quelque part, l'histoire a anéanti le récit. Oui, c'est pas. Les auteurs des films savent très bien aussi à quel matériel ils ont affaire, et ce sont, à mon avis, fait plaisir aussi. Mais la prophétie qu'on voit souvent dans les mythes, par exemple, le mythe d'Oedipe repose entièrement sur une prophétie. Le mythe d'Athéna repose aussi, le mythe d'origine d'Athéna repose aussi sur une prophétie. La prophétie reste un des éléments. On voit un futur, il y a le Dark Knight que je montrais avec Superman et Batman en venant en main. C'est un futur potentiel de Batman. Le X-Men Days of Future Past, c'est un futur potentiel, c'est une prophétie. Ça fonctionne sur la même règle que la prophétie. Les personnages se positionnent par rapport à ça et vont tenter d'empêcher l'émergence de ce futur-là, éventuellement, ou d'accélérer l'émergence de ce futur-là. Mais tout comme Oedipe, comme les parents d'Oedipe se positionnent par rapport à une prophétie en tentant d'empêcher un futur, on est dans la même mécanique, typiquement avec les X-Men, tentant d'empêcher la survenue des événements. Sauf que dans Oedipe, ils ne réussissent pas, enfin, Oedipe se construit de par la construction. De par la construction. Alors c'est dans les X-Men, généralement ils arrivent à entraver la marche. Mais parce que les X-Men sont un feuilleton. Par exemple, quand John Byrne fait les Next Men, ce sera basé aussi sur une boucle temporelle du même ordre, qui elle sera complètement bouclée exactement de la même façon que le mythe d'Oedipe, parce qu'il a le contrôle complet de sa création. Il raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin, et il n'est pas obligé de céder la place à un autre auteur à la fin de son contrat, parce qu'il est propriétaire du personnage. Vous ne pouvez pas faire ça dans les X-Men, parce que, de toute façon, si vous faites quelque chose, Grant Morrison l'a pris à ses dépens au début des années 2000, il va révolutionner complètement les X-Men, et de tout ce qui va amener à la série, les auteurs postérieurs vont trouver ça ingérable, ils vont garder une vague histoire d'amour entre les personnages, et tous les personnages qu'il aura inventés vont être éliminés les uns après les autres, et les personnages qu'il aura tués vont être ramenés, parce qu'on se dit, ah oui, on ne peut pas avoir même le petit mort, donc Magneto n'est pas vraiment mort, typiquement. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas, on peut laisser une marque sur une série. Walt Simonson laisse une marque sur Thor quand il ramène la mythologie dedans. Le problème, c'est qu'il s'est tellement éloigné de la série que le Thor barbu avec une armure complètement refaite, l'auteur suivant va, dans les 2 premiers épisodes, Thor rincera sa barbe, remettra son costume traditionnel, puis va redescendre un peu sur Terre et va se retrouver un alter ego humain. Parce que la dynamique de la série avait tellement changé qu'il fallait des auteurs de haut niveau pour pouvoir reprendre derrière. Donc, des auteurs plus normaux, pas mauvais, hein, les épisodes en question qui viennent après le passage de Simonson, je les trouve très agréables à lire. Ils font juste un petit peu bizarre quand on les lit après ce qui est précédemment. C'est pas le seul cas. Dans Daredevil, après le passage de Frank Miller, on est vraiment atteint un tel sommet que les 10 épisodes suivants sont des purges, sont lisibles. Il faut du temps pour que d'autres auteurs parviennent à reconstruire la série, à lui donner une direction nouvelle, justement en se basant sur ce que Frank Miller a mis en place. Le Wonder Woman de Lazarillo en ce moment. Enfin, le Wonder Woman de Lazarillo. Je ne sais pas lu par contre. Allez.
Il faudra que je demande à son traducteur de les prédire. En définitive, ce qui est le plus perturbant, c'est qu'on les considère comme des séries. Puis on en parle comme des séries. Ce sont des séries à la base. Oui, mais alors, dans une bibliothèque, c'est problématique. On ne peut plus dire que c'est une série, en fait. On peut dire que c'est un personnage récurrent. Mais en définitive, il a vécu de telles aventures, en plus, avec des scénarios, avec des. Vous n'avez pas besoin de lire le Batman, le détective comics numéro 27 ou Batman 1 pour pouvoir comprendre qui est Batman. Vous pouvez prendre à partir du moment où les éditeurs vont regrouper des histoires dans des albums, qui vont prendre 6, 8, 12 épisodes, on peut piocher un album et normalement, si l'album est bien fait, y retrouver ses billes assez facilement. C'est vrai que ça n'a plus de sens. Je vois souvent avec des gens qui lisent du manga, par exemple, dans un manga, c'est des séries bouclées, enfin, même les séries à suivre on commence par le numéro 1, et puis après on suit la série. Dans les X-Men, dans Batman, c'est pas possible. Sur Invincible ou Walking Dead, oui, parce que ce sont des séries récentes qui ont moins de 10 ans, donc c'est facile de prendre le numéro 1 sur les X-Men, et puis bon, le premier X-Men de Jack Kirby, pourtant Kirby est un immense bonhomme, c'est pas du tout ce qu'il a fait de mieux. Il va falloir un certain nombre d'années avant que la série commence à prendre sa vitesse de croisière. Elle sera même interrompue pendant un temps. Après, pourtant, le passage d'auteur talentueux... Mais ça reste quand même encore une question des éditeurs, d'où les retcons, d'où les univers qui n'arrêtent pas de changer pour DC, par exemple. Oui, parce que justement... Les questionnements qui sont en train de se poser chez Marvel. On crée un début de série, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec Crisis, par exemple, on réinvente les origines de Batman et de Superman pour les amener à des nouveaux lecteurs. C'est-à-dire que Superman redémarre au numéro 1 en 1986, par exemple. Mais ils le refont régulièrement, de toute façon. Et effectivement, ça n'a pas de sens de se dire, voilà, je vais commencer Batman par le début avec Detective Comics 27 de 1938. Déjà, il faut arriver à le trouver. Alors, c'est réimprimé, heureusement, mais on ne peut pas trouver. Tout Batman n'est pas disponible, même aux États-Unis, ça c'est clair. Puis c'est pas évident aussi de les trouver, on va dire. C'est pas toujours évident. Alors d'aujourd'hui, en édition française grand public, on va trouver les DC, on va trouver. En plus, le plus souvent, les éditions bien chères. Attendre, Urban fait bien son travail, comme il travaille à la fois de beauté et à la fois de rétroactivité. C'est pas ça, l'Urban, justement, le rapport quantité-prix d'Urban est plutôt